Tiseo Marengo, aussitôt après son arrivée, reçut le commandement de la réserve. Sur la fin de la bataille et au milieu du plus grand désordre apparent, Napoléon arrivant près de lui, eh bien, lui dit Tiseo, nos affaires vont bien mal, la bataille est perdue. Je n'ai plus qu'assurer la retraite, n'est-ce pas? Bien au contraire, lui dit le premier consul, le plus mal la bataille n'a jamais été douteuse. Tout ce que vous voyez en désordre à droite et à gauche marche plus se former sur votre queue. La bataille est gagnée. Poussez votre colonne en avant. Vous n'avez qu'à recueillir les fruits de la victoire. Plus tard, l'empereur a beaucoup parlé de ce séisme. Il venait, disait-il, de lire dans le Moniteur les pièces de la Convention d'El Harisque et d'observer que séisme y avait mis beaucoup d'esprit et s'y était montré honnête homme. Il avait homme pété, Clébert, disait-il, par tous les comptes qu'il était venu à bout de lui faire croire. Mais quand le refus de ratification de la part de son gouvernement arriva, Sidney Smith s'en montra fort mécontent et employa beaucoup de loyauté vis-à-vis de l'armée française. Après tout, disait l'empereur, Sidney Smith n'est point un méchant homme. J'en prends aujourd'hui une meilleure opinion, surtout après ce que je vois chaque jour de ses confrères. Ce fut syndiqué en communiquant les journaux d'Europe avenant le départ de Napoléon et par conséquent les dénouements, les rumeurs. Les Français revenant de son Jeanne d'Arc ignorant tout à fait ce qui s'était passé en Europe depuis plusieurs mois. Napoléon avait de prendre quelques nouvelles, envoya un parlementaire à bord de l'Admirature que sous prétexte de traiter des prisonniers qu'il venait de faire à Aboukir. C'est d'autant bien que ce parlementaire serait arrêté par ce Sidney Smith, qui mettait le plus grand soin à empêcher toute relation directe entre les Français et les Turcs. En effet, les parlementaires français reçurent de ce Sidney Smith l'intimation de monter à son bord, et tout, en le comblant de bons traitements, ce Sidney Smith, acquérant la certitude que les désastres d'Italie étaient inconnus à Napoléon, se fit au malin plaisir de lui envoyer une suite de journaux. Napoléon passa la nuit dans sa tente à dévorer ses papiers et résolut à l'instant même de passer en Europe pour remédier s'il en était temps au nom de la patrie et la sauver. L'admiral Ganteaume, qui avait ruiné Napoléon d'Égypte sur la frégate Les Muirons, m'a souvent raconté son voyage. Il était toujours demeuré au quartier général depuis la destruction de la flotte à Aboukir. Peu de temps après la retour de Syrie et immédiatement après une communication avec l'escadre anglaise, la générale en chef fit venir Ganteaume. Elle lui donna l'ordre d'aller en toute hâte à Alexandrie, armée avec mystère et avec toute la célérité possible. Une des frégates vénitiennes qui s'y trouvaient était le prévenir aussitôt qu'elle serait prête. Ce moment arrivé, le général en chef qui faisait une tournée d'inspection se rendit sur une plage non fréquentée avec un escadron de ses guides. Des canons se trouveront pour les réservoirs et les conduisiront à la frégate qu'ils gagneront en évitant de passer par Alexandrie. On apparaîtra le soir même afin de voir disparu au jus avant les croiseurs anglais et leur flotte mouillée à Aboukir. Malheureusement, le camp survint quand était encore en vue des côtes qui, du haut des mâts, on pouvait distinguer ceux des vaisseaux anglais mouillés à Aboukir. Dans cette situation-là,
inquiétude fut grande. On proposa même de rentrer à Alexandrie, mais Napoléon s'y opposa. Les dettes ayant jeté, et bientôt on fut assez heureux pour se trouver tout à fait au large. La traversée fut fort longue et très défavorable. On s'effraya souvent des Anglais. Cependant, personne ne connaissait les intentions du général. Chacun faisait sa conjecture. On était fort agité. Napoléon seul paraissait calme et tranquille, renfermé la plus grande partie du jour dans sa chambre, où il lisait des tantôt la Bible, tantôt l'Alcoran, se paraissait sur le pont. C'était de l'heure les plus gais, les plus libres, et causant des choses les plus indifférentes. Le général Benoît était le dernier auquel Napoléon eut parlé sur les rivages, et l'on su plus tard qu'il lui avait dit « Mon cher, tenez-vous bien, vous autres ici, sujet le bonheur de mettre les pieds en France, le règne du bavardage est fini. » Les sentiments de Napoléon sur nos désastres après la lecture des papiers fournis par ceux-ci Smith étaient tels qu'il ne doutait pas que l'ennemi n'eût franchi les Alpes et n'occupa déjà plusieurs de nos départements méridionaux. Aussi, quand on approcha d'Europe, fut-il gouverné sur Gaulieu et le porte-vendre dans le fond du golfe de Lion. Un coup de vent l'on repoussa et les fit rebattre sur la Corse. Alors, on entra à Ajaccio, où l'on se procura les nouvelles. Quand on me disait avoir eu la maison de famille, le salon patrimonial, la célébrité du compatriote, ajoutait-il, avait mis aussitôt toute l'île en mouvement. Il pleuvait une nuée de cousins. La rue en était pleine, encombrée.